Euh, Au regard de la situation qui prévaut à Beni, et vu l'état de la situation actuellement, nous avons estimé qu'il y a un défi énorme auquel notre armée est en train de se buter. C'est-à-dire combattre quelqu'un qu'on ne sait pas facilement identifier, qui se métamorphose à tout moment. Tantôt il porte des tenues semblables à nos militaires, tantôt il enlève les tenues, il s'habille en civil, il porte des machettes et il se confond aux villageois. Il est tellement difficile pour l'armée de neutraliser un tel ennemi facilement. Nous avons pensé que, étant donné que nos soldats, nos militaires, les cursus de la formation militaire qu'ils ont subi ne prend pas en charge ou ne comporte pas le volet de combat ou des tactiques de combat de situations comme ça. Il était temps que nous puissions repenser l'approche qu'il faut utiliser contre l'ennemi ADF NALU. Et c'est quelle approche que vous proposez? L'approche que nous proposons, c'est celle-ci. Étant donné que les militaires ne peuvent pas sécuriser chaque citoyen individuellement. L'élève, quand il va au cours, par exemple, qu'un militaire soit derrière lui pour le sécuriser. Quand la maman va au champ, qu'on place un militaire, c'est pratiquement impossible. Nous pensons que nous pouvons mettre en marche, n'est-ce pas, le mécanisme prévu par la Constitution, sur pied de l'article 63. C'est lequel notamment? L'article 103 dispose que tout citoyen congolais a le droit et le devoir sacré de défendre sa patrie en cas d'agression extérieure. Or, c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes agressés par un ennemi qu'on qualifiait ou identifiait comme une rébellion ougandaise. Et les preuves sont légion qu'il y a beaucoup d'étrangers qui se retrouveraient dans ce mouvement, ce mouvement rebelle-là. Donc nous sommes agressés de l'extérieur. Et cela étant, nous devons mettre en œuvre ce mécanisme-là, étant donné que l'approche classique de notre armée n'a pas réussi jusque-là. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Depuis 5 ans, il y a des milliers de militaires à Beni. Tout l'état-major est venu de Kinshasa, on l'a installé, on l'a déplacé, on l'a délocalisé de Kinshasa jusqu'à Beni. Mais on continue à tuer les gens. Jusque dans la ville où est établi l'état-major et de l'armée et de la MONUSCO. Non, nous devons y réfléchir et voir comment mettre en œuvre ce mécanisme ici. Et comment la population doit défendre maintenant? Alors, cet article 63 donne la latitude à tout citoyen congolais. Quand on dit tout citoyen congolais, on fait allusion et aux militaires et aux civils. Comment est-ce que les civils peuvent participer à la défense de leur pays? L'ennemi, quand il vient, ne vient pas main nue. Il vient armé, et lourdement armé même. Donc, les civils doivent aussi accéder aux armes. C'est ce que les constituants veulent dire. Et accéder aux armes, pas n'importe comment. L'autorité doit accepter, doit permettre que la population se mobilise, s'organise, et l'autorité, pour éviter le dérapage, doit essayer de canaliser l'énergie, l'élan de la population pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Comment? À l'instant, le mot d'ordre, par exemple, dit, bon, tout le monde qui veut aller combattre les NALU, les EDF NALU. Nous avons vu la jeunesse se mobiliser ici. Il faut dire à ces gens-là, ok, vous voulez y aller, nous n'allons pas y aller en désordre. Venez subir une petite formation, de 4 semaines par exemple. Ça s'est déjà fait lorsque vous êtes arrivé avec l'AFDEL. Le jeune ne traînait pas dans les cas de formation, à Mataba et ailleurs. C'était quelques semaines, vous terminez, on vous montre seulement,
les quelques tactiques de combat, comment manier l'arme. On vous apprend le langage militaire lorsque vous êtes sur le champ de bataille. Lorsque le commandant dit ceci, ramper, vous savez ramper c'est quoi. Quand on dit faites ceci, vous comprenez vite. Comme ça, vous pouvez communiquer. Alors, la population pourra être armée. Et lorsque la population sera armée, je propose, dans les modalités pratiques, qu'il y ait 2 sous-unités. La première unité, donc l'unité en question pourra être appelée l'unité des réservistes volontaires. Pour ne pas confondre les volontaires mobilisés aux militaires de carrière. Parce que les autorités militaires sont en train de dire celui qui veut aller combattre l'ennemi, il doit se faire enrôler dans l'armée. La Constitution ne dit pas ça. On ne dit pas tout citoyen a le droit et le devoir sacré de défendre sa patrie en se faisant d'abord enrôler dans l'armée. Non. On a le droit et le devoir sacré de défendre notre patrie, point, à la ligne. Aujourd'hui, il y a certains analystes qui estiment que cette approche a aussi des limites dans un État fragile comme il avait le cas de la RDC où l'État ne s'est pas contrôlé, notamment la circulation d'armes. Ne craignez-vous pas que cela puisse favoriser la criminalité? Merci de la question. Cette préoccupation, je l'ai rencontrée personnellement et j'y ai trouvé une solution. L'approche que nous proposons dans notre étude, c'est une approche qui prend en compte les contextes qui sont les nôtres, les réalités qui sont les nôtres, la fragilité de notre État et de la sécurité et tout. Nous suggérons, n'est-ce pas, que l'unité dont nous faisons allusion ici, l'unité des volontaires ou des réservistes volontaires, pourra être scindée à 2 sous-unités. Nous aurons une sous-unité mobile, combattante, celle constituée des jeunes étudiants, des jeunes vigoureux qui ont encore la force de marcher, n'est-ce pas, de faire du travail sur le champ de bataille. Et nous aurons une sous-unité que moi j'appelle une sous-unité locale, donc d'autodéfense locale. Elle est constituée de qui? Elle sera constituée de tout citoyen, tout paysan ou tout citoyen d'un village. Nous prenons le cas par exemple d'un village, vous arrivez dans un village constitué de 200 ménages. Nous avons un chef du village qui sont habituellement secondés par ce que nous appelons habituellement les notables. Il a 4 notables en dessous de lui. Alors, facilement, on peut répartir les 200, n'est-ce pas, les 200 ménages à ces 4 notables. Chaque notable avec 50 maisons. Le notable lui-même, il est déjà formé. Il a subi la formation. On le responsabilise pour la sécurité des 50 armes qu'on va céder ou qu'on va confier aux 50 ménages. Chaque chef de ménage, il est formé. Son épouse est formée. Il est lui-même défenseur de lui-même. Si un lui arrive, il peut se défendre en attendant que l'armée arrive. La femme peut se défendre en allant à la source. L'homme peut se défendre. Alors, c'est lui qui est répondant pour ce qui est de ces armes-là. Chaque lundi et vendredi, chaque notable doit donner le rapport, n'est-ce pas, acquis des droits. Les armes que vous m'avez données sont au nombre de telles. Et voici comment elles sont numérotées. Vous m'avez donné autant de munitions. Je les ai encore toutes. Comme ça, on sait suivre. Et il n'y aura pas de dérapage, on ne va pas perdre ces armes-là. Ça, c'est le cas de village. Maintenant, pour le contexte de Beni, par exemple, si nous prenons le cas de Beni. Beni est une zone ou un territoire qui mesure environ 50 km². À Beni, nous avons environ 10 généraux. Si on subdivise la superficie au nombre de généraux, nous avons facilement 5 km² qu'on peut confier à un général. Nous avons à peu près 20 000 militaires ou plus. On prend un contingent de 2 000 militaires qui sera commandé par un général, dont le ressort de 5 km². Il divise les 2 000 militaires à 4 bataillons. 500 militaires, selon les 4 coins cardinaux. 500 militaires au nord, 500 militaires au sud, 500 militaires à l'est, d'autres à l'ouest. Ils sont là, mais la population aussi qui se retrouve dans les 5 km²,
tous les notables là répondent auprès du général. Donc le général commande ces gens-là indirectement. Les chefs du village et les notables deviennent carrément des co-commandants. Ils commandent ensemble avec le véritable commandant de l'armée. Même si vous arrivez dans un village là où il n'y a pas l'armée, les gens peuvent résister, ils vont se défendre. Comme ça, on ne verra pas les populations fuir comme ça et vider tous les lieux. Et bien, si ça continue comme ça, alors nous sommes en train de perdre vraiment le pays. Moi, je crois que cette approche peut marcher. Déjà en une semaine, chaque vendredi, le général, donc le commandant du ressort, il a l'idée sur tous les stocks d'armes. Si les armes sont en sécurité, si on a réussi à perdre une arme par exemple, on procède à l'enquête et on évolue. Je crois qu'au bout de l'opération, 6 mois ou une année, dès qu'on aura totalement neutralisé ces terroristes, nous pourrions récupérer toutes ces armes-là. Est-ce que ça a déjà marché quelque part dans les continents? Bonne question. Vous savez, moi je suis un scientifique. Je ne suis pas tenu seulement à ce qui s'est déjà fait quelque part. Ce qui s'est fait au Congo, la manière dont les terroristes opèrent ici, sans, n'est-ce pas, sans même annoncer les forfaits qu'ils commettent, il y a beaucoup de particularités qui se font au Congo et qui ne se sont pas encore faits ailleurs. Et puis, s'il y a le phénomène terroriste au Congo, est-ce que ce phénomène opère de la même manière que ce qui opère à l'ouest de l'Afrique, à l'Afrique de l'Ouest? Je ne crois pas. Moi, je crois que cette approche ici, c'est une approche qui est plus adaptée à notre réalité et nous pouvons la tenter. D'ailleurs, tout ce qui s'est fait ailleurs a commencé toujours quelque part. Nous pouvons aussi commencer quelque chose. Alors, telle est ma proposition et je crois qu'elle peut marcher parce que les citoyens congolais, non seulement à Butembo Beni ou au Nord Kivu, mais partout, même à Kinshasa et à travers tous les pays, les gens sont tellement prêts à motiver, prêts à mettre la main à la pâte, descendre pour aller défendre leur patrie. Je crois qu'il faut saisir l'occasion. Alors justement, nous revenons un peu sur ce sujet qui fait aussi l'actualité, c'est ces phénomènes de justice populaire qui auraient fait France dans la région, des habitats qui attrapent des présumés bandits, des présumés auteurs de tueries à Beni, mais n'hésite pas à le lâcher. Comment vous faites, quelle lecture vous en faites? Ces dérapages-là, je les déplore en tant que juriste. Je les déplore sincèrement. Mais je crois que cet élan-là, ce dynamisme-là, c'est un dynamisme ou un élan qu'on peut positiver. Il ne faut pas qu'on l'étouffe, il ne faut pas qu'on l'arrête. Plutôt, il faut qu'on canalise cet esprit de révolte-là. Le peuple se révolte, il ne supporte plus. Mais par manque de canalisation, par manque d'encadrement, on assiste à des dérapages comme ça. Moi, je crois que s'il fallait appeler tous ces gens-là, on dit nous comprenons votre souci, nous comprenons votre colère, nous comprenons votre détermination. Mais ce n'est pas de cette manière que nous allons neutraliser l'ennemi. Voici comment nous pouvons procéder. Tout le monde qui veut combattre, qui a encore la force et tout, avocat, maçon, professeur, prêtre, pasteur, et que sais-je encore, venez. Lorsque les gens arrivent, on dit, ok, la bonne manière de combattre, c'est celle-ci. Les jeunes gens, vous serez une unité combattante, des réservistes, nous allons procéder comme ceci, comme cela. Pour les autres, vous restez au village. Si on essaie de vous attaquer, vous allez vous défendre comme ceci. Disons, à l'art du maniement de l'arme, il faut associer par exemple le self-défense. Quelqu'un peut venir avec une machette, mais si vous êtes bien entraîné en self-défense, vous pouvez vous défendre et peut-être laisser tomber le bourreau et avoir le temps de fuir ou d'aller chercher de l'aide. Alors je crois que si nous apprenons cela aux gens, on peut même, quelqu'un de comme ça, on peut le neutraliser, on le ligote, parce que les gens sont préparés et on sait comment faire. Mais quand l'énergie n'est pas canalisée, moi je crois qu'il y aura toujours des dérapages comme ça. Voilà. Et même si on arrête les gens, on ne saura pas. Ouais. Qu'est-ce qui différencierait
proposez et ce que les Maïmaï font. Parce qu'ils font l'autodéfense également. Merci de la question. On a toujours dit qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Ici, il est question des contextes. La Constitution ne dit pas qu'on peut se constituer à tout moment, à bande armée, prendre les armes, constituer une milice, et puis quand il y a guerre, vous venez, vous dites, bon, je vais combattre. Non. La Constitution dit, tout citoyen a le droit et le devoir de défendre en cas d'agression. On se mobilise en cas d'agression. Les Maïmaï, ce sont des entreprises qui ont été constituées longtemps, pour des fins égocentriques et privées. Donc, il ne faut pas confondre le contexte de Maïmaï et celui de la mobilisation de la population. Et d'ailleurs, quand la Constitution dit que tout citoyen a le droit de défendre sa patrie, on ne dit pas que vous allez défendre la patrie à tout moment. C'est seulement en cas d'agression. C'est-à-dire, après 6 mois par exemple, si nous arrivons à neutraliser l'ennemi, les combattants, les réservistes volontaires doivent rentrer. L'étudiant rentre aux études, le Moukoulima rentre faire son champ. Contrairement à ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. On dit non, enrôlez-vous dans l'armée. Dès que vous entrez dans l'armée, eh bien, vous vous retrouvez sous le régime rigide de la carrière militaire. Sortir, entrer c'est facile, sortir c'est difficile. Et est-ce qu'on peut transformer toute la nation en militaire? Non. Nous avons besoin des cultivateurs, des étudiants consorts. Alors la Constitution ne parle pas de l'enrôlement, mais plutôt d'un service paramilitaire momentané Voilà. et circonstanciel. Maître Koulé Tata, on constate déjà une certaine mobilisation de la population. On attrape